Tu fais quoi là? Non mais d'accord, mais on t'entend pas du tout en fait. Pas con ça, tu viens de me donner une idée. On va parler du sponsor de cette vidéo plutôt, hein, c'est bien. Hein. Encore une fois, ils nous font l'honneur de sponsoriser cette vidéo, l'excellent service en ligne Incogni. Il y a quelques mois, je vous avais déjà parlé de ce service. Il est donc temps aujourd'hui de faire le bilan calmement, se remémorant chaque instant comme si on avait 50 ans. Comme vous le savez, c'est pas un scoop, vos données se baladent un petit peu partout sur internet, sans même que vous ayez donné votre consentement. Et restent bien au chaud, bien planqués au fond des serveurs des plus grandes compagnies, sans qu'on vous ait rien demandé. Et ça peut avoir des conséquences plutôt néfastes, déjà sur l'anonymat de vos données par exemple, ou si jamais les serveurs se font pirater. Si on regarde mon tableau de bord, j'avais 61 alertes, et Incogni a effacé donc déjà les 2 tiers. Et vous voyez que le process, même automatisé, est quand même assez long. Par contre, depuis la dernière fois, je n'ai pas eu de nouvelles menaces, et le nombre de spams a drastiquement diminué. Et donc à partir de là, 2 solutions s'offrent à vous. Soit vous laissez comme ça et vous vous en foutez, vous conduisez sans ceinture, vous bronzez sans crème solaire, vous sans protection, c'est votre droit. Soit vous déplacez directement chez eux, tel Blanche Gardin ou Denis Podalides, pour effacer vous-même ces données. Soit vous souscrivez à l'offre Incogni. Ça fait 3 solutions du coup. Ah non mais j'avais pas fini en fait. Ah. Ou alors brûler votre ordinateur et tous vos appareils numériques et partir en haut d'une montagne loin de tout. Ouais ça fait toujours pas 2. Ouais mais les chiffres, vous savez... Pour bénéficier du service, il suffit de vous inscrire et le site fait le reste. Il envoie les requêtes pour effacer vos informations et relance si nécessaire. Et tout ça pour quelques euros par mois avec en plus une énorme réduction avec le code le.genius pour pouvoir vous balader sur les internets en toute tranquillité. Toutes les infos et promos en lien qui s'affichent à l'écran et bien entendu en description. Ça y est, tout le monde est dans les starting blocks, on expédie les derniers clients, on prépare déjà les réponses automatiques des mails, Summer Body activé et coffre de la Kangoo chargé ras la gueule, le truc inutile, 350 jours par an, mais totalement indispensable sur cette quinzaine d'injonctions à la glande ensoleillée. C'est donc parti pour 10 révélations sur la science fascinante qui hante nos plages. Sinon, c'est à toi là. Pourquoi faire? Je sais pas, parler du sujet d'après? C'est quoi? Ouh, je m'énerve. Le frisbee, c'est marqué sur le script. Et t'as l'impression que je l'ai lu ton script, que j'ai envie de bosser là. En plus, j'ai même plus le frisbee, je te l'ai rendu. Ah oui. Bien, vu que l'autre feignasse s'est barré en vacances comme un gros lâche et me laisse dans la merde à devoir tout gérer, on va parler du frisbee. Donc, bien entendu, comme on s'en doute un peu, la forme du disque est absolument primordiale. En fait, pour arriver à le faire voler comme ça, c'est un peu plus complexe que juste une assiette. Wow, t'as vraiment pas envie de bosser en fait? Non. La forme du disque est aérodynamique. Un frisbee, c'est généralement plat et présente une forme de disque avec des bords arrondis. Cette forme permet à l'air de s'écouler de manière fluide sur les surfaces supérieures et inférieures du disque, ce qui réduit la résistance à l'air, la traînée, et favorise une trajectoire de vol stable. Et pour arriver à proposer un vol comme ça, c'est exactement comme une aile d'avion. Lorsque vous lancez un frisbee en lui donnant une rotation, les formes extérieures du frisbee se déplacent plus vite dans l'air que les bords intérieurs. Ça crée une différence de vitesse de l'air sur le dessus et le dessous du frisbee, générant ainsi une force de portance. C'est comme une aile d'avion, l'air au-dessus va plus vite, donc ça aspire le truc vers le haut. Mais l'angle d'attaque aussi est important. C'est pour ça que vous verrez ce rebord très léger sur la tranche. Autre phénomène important, la gyroscopie. Le frisbee en rotation a une certaine stabilité gyroscopique. Cette rotation lui permet de garder son axe, ce qui aide à maintenir la stabilité en vol. Ça signifie que le frisbee a tendance à maintenir sa position et son orientation dans l'air, ce qui facilite le contrôle du vol. Mais la forme ne fait pas tout. Le geste de lancer est aussi très important. En ajustant l'angle d'inclinaison et la force du lancer, tu peux complètement modifier la trajectoire du frisbee et prendre la force du vent. Un lancer avec un angle d'inclinaison plus prononcé va donc entraîner une montée plus raide ou un virage plus serré. Tandis qu'un lancer avec un angle plus plat donnera une trajectoire plus droite et horizontale et donc plus propre. Par contre, si tu peux arrêter de me l'envoyer parce que ça me casse un tout petit peu les couilles, je suis un peu censé être en vacances quand même. Et il se barre comme ça. Bref, si la forme est primordiale, il y a le gars au bout qui est au moins aussi important. La technique de lancer, la force appliquée et les conditions atmosphériques peuvent également affecter le vol du frisbee. En pratiquant et en expérimentant différents types de lancers, vous pourrez vous améliorer dans votre maîtrise du frisbee, découvrir différentes façons de le faire voler et devenir un véritable nerd. L'étape d'après, c'est le Diabolo devant le Monoprix ou le Rubik's Cube. Ah bah, c'est le risque.
Et bien entendu, on ne peut pas parler du frisbee sans évoquer son origine. Frisbee? Ah, ça m'éclate. Le jouet s'est popularisé dans les années 50, mais déjà les anciens Égyptiens jouaient avec des disques en pierre, les Romains des disques en métal et les Amérindiens des disques en bois. Ah bah c'était un tout petit peu plus sportif qu'aujourd'hui, hein. Fallait pas avoir peur de perdre une phalange. Et on arrive à l'ère moderne avec, à la fin des années 1800, la pâtisserie Frisbee située à Bridgeport dans le Connecticut qui fabriquait ses tartes et les vendait dans des boîtes en métal, reprises par les étudiants des universités de la région qui ont commencé à utiliser ces boîtes vides pour jouer en les lançant et en les rattrapant. En 1948, deux entrepreneurs du nom de Walter Frederick Morrison et Warren Francisconi ont créé un jouet appelé le Pluto Platter, qui était un disque en plastique léger. En 1955, Morrison a amélioré le design du disque et l'a renommé Flying Saucers. La même année, Wham-O a acheté les droits de fabrication et a rebaptisé le jouet Frisbee en s'inspirant du nom de la fameuse pâtisserie Frisbee de Bridgeport. Le nom est devenu commun, mais à la base, c'est donc bien une marque. On pouvait avoir des Frisbee Frisbee et des Frisbee pas Frisbee. Moi, c'est un flying disc, donc a priori pas un frisbee. Autre accessoire indispensable pour passer un bel été, que ce soit à la plage, au bord de la piscine, à la montagne, chez ta grand-mère, à la campagne, dans le haut vierzonné, sur un vélo ou coincé pendant 3 jours en haut d'un immeuble de Vegas après une soirée qui a mal tourné, la crème solaire. Mais comment ça marche? Et surtout, putain, mais pourquoi ça coûte aussi cher, bordel? Non, mais c'est moi ou bien Ah ouais, parce que tu vas me faire croire que toute la puissance du dieu soleil est arrêtée par une petite couche pourrie de ce truc-là? Ah, mais moi, je fais rien croire, hein. J'explique. Les crèmes solaires vont absorber ou diffuser les UV nocifs pour aider à prévenir les coups de soleil, le vieillissement prématuré de la peau ou le risque de cancer de la peau. Elles vont filtrer ou dégrader les rayons nocifs du soleil grâce à des ingrédients appelés filtres solaires qui peuvent être de 2 types différents, les filtres chimiques et les filtres minéraux. Les filtres chimiques entrent dans l'épiderme de la peau et créent une couche filtrante qui emmagasine les rayons UV et les convertissent en une forme d'énergie moins nocive. Ils te chauffent le boule en gros. Mais ils ne sont actifs que 20 à 30 minutes après l'application. Il faut donc appliquer sa crème solaire au moins 20 minutes avant l'exposition au soleil pour profiter de la protection solaire. Si tu t'en tartines seulement en arrivant à la plage comme font genre 100% des gens, bah c'est trop tard, et bim, mélanome. Les filtres minéraux tels que l'oxyde de zinc ou le dioxyde de titane se posent eux sur la peau et réfléchissent les rayons du soleil. Comme un miroir réfléchirait la lumière. Alors on brille pas parce que c'est pas les mêmes longueurs d'onde qui sont réfléchies. Ces filtres agissent immédiatement après l'application contrairement aux filtres chimiques, mais ils laissent des traces blanches. Par contre, les crèmes solaires chimiques, elles vont juste détruire les coraux. En toute pépouserie. Alors ouais, ça peut être joli sur ton fiac, mais c'est plus galère à appliquer, c'est moins bon pour la santé, c'est moins efficace tout de suite, et franchement, qu'est-ce qu'on s'en tape des traces blanches, quoi. Surtout que pour les filtres minéraux, c'est de moins en moins le cas. Alors bon... Non, ce qui va vraiment être important, et là ça va réveiller les gamers qui n'ont pas vu le soleil depuis 6 ans, le FPS. Le facteur de protection solaire. Les crèmes solaires sont étiquetées avec un indice FPS qui indique le niveau de protection contre les UVB, responsable des coups de soleil. Un FPS de 30 signifie que la crème solaire permet à votre peau de rester protégée 30 fois plus longtemps que si elle avait été sans protection. Et s'il y avait marqué 50, ça serait 50 fois plus. C'était facile. Par contre, le FPS ne mesure pas la protection contre les UVA, ceux qui sont responsables du vieillissement prématuré de la peau, c'est bâtard. Donc il est recommandé de choisir plutôt une crème solaire à large spectre qui offre une protection contre les UVA et les UVB. Enfin après vous faites ce que vous voulez, je suis pas votre mère. Alors, pour que la protection soit efficace, il va falloir appliquer la crème solaire généreusement sur toutes les zones exposées de la peau, comme c'est bien expliqué, et sur les flacons, les trucs à 48 balles, les 12 ml là. C'est comme si pour le saumon qui coûte une blinde, on te marquait « étalez généreusement vos tranches sur les blinis ». Tu peux pas juste en mettre un tout petit peu, quoi. Il faut en mettre des couches généreuses. Et toutes les 2 heures. Et ça, faut le faire donc 15 à 30 minutes avant l'exposition au soleil pour les crèmes chimiques. Bien entendu, il est important de couvrir toutes les zones du corps exposées, même le visage, les oreilles, les cuticules, on oublie toujours les cuticules. Et bien entendu, il faut éviter de le faire juste avant d'aller se baquer, pas de sens sinon. Même les trucs résistants à l'eau, vaut mieux le faire en sortant de l'eau. Pareil, il vaut mieux le faire après une bonne partie de jokari où t'as sué comme un goré, plutôt qu'avant. Ou pareil, si tu t'essuies avec la serviette, ça part. Et en parlant de serviette, on va donc aborder notre 3e point techno, le bronzage topless. Vous le savez, j'ai 2 passions dans la vie, lire du Baudelaire à l'ombre de mon olivier
et le topless. Je prépare d'ailleurs un livre sur le sujet, sur le topless, pas sur Baudelaire. Et j'ai envoyé le premier tome de 2712 pages à mon éditeur et il adore, il m'a dit que ça allait faire passer le rouge et le noir pour Oui Oui fait griller des merguez. Je vous en reparle très vite, en plus les 6 prochains tomes sont déjà presque écrits aussi. Bref, bronzer... Oh, ça sent le ban de YouTube, ça, le mot interdit, Voldemort, quoi. Si la pratique était très en vogue dans les années 80, force est de constater qu'elle a perdu de sa superbe depuis. Les raisons sont multiples et regarde absolument chacune, on va pas rentrer dans le débat, mais juste pour préciser une des raisons souvent invoquées. Bronzer topless favoriserait l'apparition du cancer du sein. Alors effectivement, s'exposer au soleil de manière prolongée en plein été de surcroît n'est clairement pas une très bonne idée. Ça accélère le vieillissement de la peau donc, à cause des UVA, l'apparition de taches ou de rides, et bien sûr, il y a le risque de coup de soleil qui peut être bien vénère, qui peut bien te faire jongler ta race. Et là oui, le coup de soleil sur cette partie un peu plus sensible peut être encore plus désagréable. Donc toujours bien penser à se protéger avec de la crème solaire en choisissant le bon FPS. Mais si les terminaisons nerveuses peuvent être plus nombreuses à cet endroit-là, et donc te faire plus douiller à cause de la brûlure du soleil, la peau, elle, est relativement identique à celle du reste du corps. Elle n'est pas plus fine que celle du visage, par exemple, et donc pas plus ou moins sensible au soleil. Ça dépend aussi beaucoup de chacune, tout le monde n'a pas la même peau, surtout à cet endroit-là. Par contre, il est vrai que la peau de notre visage ou celle de nos mains, tout aussi fine, est bien plus souvent exposée, donc plus réactive face au coup de soleil que votre poitrine. Vous n'êtes pas toujours là en train de vous balader les boobs à l'air en allant bosser. Mais c'est finalement le même problème que nos corps de parigots fragiles, ou de nordistes en général. On arrive sur la plage blanc comme des culs, à voir le soleil 2 semaines par an, notre peau n'est pas habituée et va donc être plus sensible, mais partout. Donc le risque de vieillissement prématuré ou de coup de soleil est identique, quelle que soit la zone du corps, même celle-ci. Mais pour le cancer du sein alors? Eh bien là pareil, le risque est identique pour le cancer de la peau. Le cancer du sein tel qu'on l'entend, surveillé par mammographie par exemple, n'est pas lié à la prise ou non de soleil. C'est donc uniquement le cancer de la peau qui est concerné. Et donc là encore, le risque n'est pas plus important que sur le reste du corps. Par exemple, le décolleté, le dos ou les épaules sont des zones bien plus sensibles et bien plus touchées par les cancers de la peau. Et même bronzée, votre peau reste sensible aux attaques du soleil. Même les peaux les plus sombres peuvent choper des coups de soleil et des cancers. Certes, moins qu'un Anglais en plein soleil, un Australien on appelle ça en langage scientifique. Mais même déjà doré, vous devez continuer à vous tartiner de protection solaire. Généreusement. Le soleil est bon, voire essentiel pour nous, mais attention à ne pas en abuser d'un coup. Et pensez de toute façon à vous protéger. Mais vos seins ne sont pas plus sensibles que le reste, pas d'inquiétude particulière à avoir à ce niveau-là. Bien entendu, tous les liens sont en description. Et du coup, on parle pas du tout des serviettes? Bah si, j'y arrive. Donc voilà déjà notre 7e point sur la technologie de la plage. Comment font les serviettes pour nous sécher? Une serviette absorbe l'humidité de la peau et la sèche principalement grâce à 2 mécanismes. L'absorption et l'évaporation. L'absorption, c'est le mécanisme qui va permettre aux fibres de la serviette de capter, de retenir l'eau présente sur votre peau. Les espaces entre les fibres de la serviette créent une structure capillaire qui permet à l'eau de s'infiltrer et d'être retenue dans la serviette. C'est ce qu'on appelle la capillarité. Les fibres de la serviette ont donc une structure capillaire qui facilite le transport de l'eau d'une zone humide vers une zone sèche. Encore une fois, vous vous souvenez, tout est une question d'équilibre. Ça permet à la serviette d'absorber efficacement l'humidité de la peau. Bon, ça c'est l'explication CE2. Je me doute bien que c'est pas vraiment une révélation pour un public averti comme vous. On va donc aller un poil plus loin. Parce que cette capillarité, c'est quoi? Ok, c'est un espace libre. Enfin, perso, quand je vois un espace libre, c'est pas parce qu'il est libre que je vais me jeter dedans non plus. Non, il faut ajouter à ça une propriété physique primordiale de l'eau, la tension de surface. L'eau liquide a un fort pouvoir de cohésion. C'est ça qui va faire que les gouttes de rosée sont en boule au lieu de couler, ou que les araignées d'eau peuvent marcher dessus. À notre échelle, on dirait qu'elle est parfaitement fluide, mais à l'échelle microscopique, à l'échelle des fibres de la serviette, les molécules vont vouloir rester collées entre elles, et ça va donner des phénomènes bizarres qu'on peut malgré tout observer à notre échelle. Les gouttes de rosée donc, mais aussi l'eau qui dépasse du verre sans couler. Ou dans le verre, cette propriété de l'eau qui va faire que les bords du liquide vont légèrement remonter le long des parois. Elles remontent parce que la tension est plus forte que la gravité, dans une certaine mesure. Bien entendu, ton pastis c'est pas toujours en train de vouloir foutre le camp de ton godet. Au bout d'un moment, les deux forces s'équilibrent sur les bords du verre. Mais au cœur d'une fibre de serviette, les espaces sont très fins et donc nombreux, pouvant accueillir peu d'eau à la fois. La gravité n'aura donc quasiment aucun effet car chaque fibre va absorber une très petite quantité d'eau, avec une tension qui sera toujours supérieure à la gravité donc. Et aspirer l'eau de votre peau quand vous surgissez des flots telle une naïade en maillot rouge ou un bel effet au service secret de sa majesté.
Et une fois les fibres remplies, un autre phénomène physique va alors entrer en jeu. Plus fort encore que la cohésion, un processus génial dont nous avons déjà parlé la semaine dernière, l'évaporation qui va assécher la serviette, vider les fibres. Ici, la surface totale de l'eau en contact avec l'air va être très importante et donc les échanges très nombreux et rapides. La capacité d'absorption et de séchage d'une serviette va bien évidemment varier en fonction de sa composition et de sa texture. Les serviettes en coton par exemple sont souvent utilisées pour leur capacité à absorber l'eau efficacement. Mais de nouvelles fibres synthétiques bien entendu ont vu le jour, augmentant encore l'efficacité. Cet effet d'évaporation entraîne la transformation de l'eau en vapeur d'eau, ce qui conduit à une diminution de l'humidité dans la serviette et donc de votre peau. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que ce soit l'heure de rentrer à la maison dans nos vies tristes et routinières. Voilà, merci encore à Inconi d'avoir sponsorisé cette petite vidéo légère estivale façon E = M6 pour vous permettre de mieux comprendre les mécanismes physiques insoupçonnés qui se cachent sur la plage, tous ces bouts de connaissances qu'il a fallu enfiler pour qu'on puisse profiter de nos vacances de la plus belle des manières. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres idées d'objets de la plage à analyser, de vacances à proposer. Je crois que j'ai un dimanche cet été où j'ai pas de vidéo prévue, bon voilà, ça pourrait être cool. De toute façon ça va pas être bien compliqué à trouver, vu que le génie est partout.